votre livre, c'est les parcours. Vous racontez aussi comment est-ce que des RMC, vous êtes passé à l'audiovisuel public puis privé. Justement, quels a été ces parcours? Quelles sont les choses qui vous avez le plus retenues à travers tous ces parcours qui durent depuis 35 ans? Alors là, c'est vraiment une session de hasard. J'ai vraiment une bonne étoile. Oui, il a quelque chose de tout à fait étonnant. Non, mais bon, c'est un peu hors du débat. Bon, c'est vrai que les choses se sont... C'est important de voir à travers votre prisme aussi. Ouais. Les choses se sont enclenchées de façon positive pour moi, mais encore à l'époque, justement, donc ça remonte 73, 74, 75, dans ces eaux-là, c'était beaucoup plus facile, c'était pas la crise, enfin c'était... Et vous donnez toujours votre salaire à toutes les personnes. Oui, parce que c'est intéressant, encore une fois, il faut tout, quand on raconte tout, quoi. Et non, mais c'était pas du tout héroïque de passer d'une chaîne à l'autre, etc. Maintenant, c'est beaucoup plus figé, quoi, parce que les journaux n'ont pas d'argent, la presse écrite est en crise, les radios, télévisions vont pas bien non plus. Donc c'est vrai que les jeunes journalistes, c'est extrêmement difficile de se faire embaucher, de rentrer dans une grande rédaction, et que donc je comprends tout à fait que mes jeunes confrères se tiennent à carreau, jouent pas au mariole, se font pas remarquer, parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver directement à la Casa NPE, quoi. Donc ceci explique sans doute que maintenant dans la rédaction, c'est beaucoup plus formaté, qu'on a peut-être des journaux un tout petit peu plus lisses, un peu plus transparents qu'à une certaine époque. Mais la Casa NPE, c'est important de le dire, ça parce que c'est peut-être la pire chose qui peut arriver à un journaliste en France. Et au même temps, vous nuancez encore par rapport à ça, parce que vous rendez hommage à un journaliste russe qui, lui, il risque sa vie justement en faisant son métier. Donc tout est relatif aussi. Oui, j'ai voulu commencer, je dédie le livre à un journaliste russe que je ne connais pas du tout. J'ai lu son histoire dans un journal, qui a eu les pires ennuis. Il a fait plus de 10 ans de prison parce qu'il s'est intéressé à des choses auxquelles on ne doit pas s'intéresser en Russie. Le nucléaire, les sous-marins nucléaires, la pollution des eaux, etc. Donc des sujets très sensibles pour le pouvoir. Donc on lui a fait payer très cher. Il a fait, je vous dis, plus de 10 ans de prison. Et puis il allait en prison, il ressortait, il retournait en prison. Enfin bon, c'est une vie impossible. Et puis il y a des journalistes russes et non des moindres qui, eux, se sont retrouvés carrément dans le caniveau avec deux balles de revolver dans le crâne, quoi. Donc c'est vrai que je dis, il faut encore une fois, il y a beaucoup de choses à réformer en France. On n'est pas totalement libre, mais encore une fois, il faut garder raison. On n'est pas en Corée du Sud, on n'est pas en Corée du Nord, on n'est pas en Russie où on flingue les journalistes. Nous, ce qui nous arrive, au mieux, c'est le placard. Et au pire, c'est la NPE. Bon, c'est même un sort plus enviable que se retrouver encore une fois avec 2 balles dans la tête. Mais vous, en racontant votre histoire, vous parliez de la chance. Et lorsque vous n'étiez pas destiné peut-être à présenter les journaux à la télé, c'est un mois d'août, on n'avait pas grand monde. Racontez l'histoire. Oui, non, mais là aussi, c'était encore une fois, ma bonne étoile n'était pas partie en vacances. J'ai bénéficié d'un hasard heureux. Bon, en même temps, le hasard... Oui, il y avait quelqu'un qui l'avait prédit, voilà. Un astrologue. Et c'était donc en 84, j'étais à TF1, et puis ils sont aperçus au mois de juin, quand je dis mes chefs bien-aimés, la hiérarchie, sont aperçus qu'il y avait un trou dans le planning des présentateurs d'été, qu'il n'y avait personne pour faire 4 week-ends. Et donc je faisais partie des 3 ou 4 qui étaient susceptibles de le faire, parce que j'avais déjà présenté plusieurs journaux la nuit, des journaux de 23 heures. Et le hasard bien heureux pour moi a fait que cette année-là, je n'avais pas du tout prévu de prendre de longues vacances ou de lointaines vacances. Je n'avais pas prévu, par exemple, de louer un voilier avec des amis pour faire le tour de la Corse ou je ne sais quoi. Et donc, comme j'avais prévu de rester en gros à Paris, j'ai dit, bah oui, moi je suis disponible, si vous êtes OK, ça ne me pose pas de problème, je suis libre. Donc voilà, mais encore une fois, c'est une vraie chance, c'est le destin qui joue là, parce qu'encore une fois, si cette année-là, j'avais prévu de prendre des vacances au bout du monde, j'aurais dit non merci, et puis ça se serait peut-être jamais enclenché. Donc j'ai fait ces 4 week-ends vraiment en intérim, donc j'étais totalement décontracté, parce que dans ma tête, c'était vraiment un remplacement. Puis après, les choses se sont précisées, parce qu'il y avait un problème là aussi, il manquait, on était en tandem à 20h, et Claude Sérillon était tout seul, donc il lui fallait un numéro 2, et puis bon, ils me l'ont proposé, et puis ça s'est enclenché comme ça, voilà. Ça, c'est... C'est enclenché comme ça, mais en même temps, il faut rappeler, vous l'avez dit dans les livres, vous racontez toute la période d'avant, c'est tout à fait cohérent, vous étiez journaliste politique, et vous avez suivi les partis socialistes un peu partout, surtout François Mitterrand. Donc, est-ce que cette période-là a été riche pour vous? Qu'est-ce qui
ça vous apportait, journalistiquement parlant, le fait de suivre comme ça un parti politique et un homme qui allait devenir président de la République aussi. Non, mais pour moi, il n'y a vraiment pas photo. Autant c'est vrai que c'est prestigieux de présenter le journal. La preuve, c'est que beaucoup de gens se battent pour le fauteuil et que ceux qui sont sur le fauteuil s'accrochent souvent désespérément pour ne pas l'abandonner. Il faut faire attention à ne pas prendre les melons. Voilà. Donc je ne crache pas du tout dans la soupe. C'est un poste avec énormément d'intérêt, ne serait-ce qu'on est payé 2 ou 3 fois plus que la moyenne de ses confrères. Donc rien que ça, c'est intéressant. Mais moi, ce qui m'a vraiment passionné, c'est quand j'étais reporter politique. Et j'ai eu la chance, parce que j'étais accrédité auprès du PS, donc de 77 à 84, donc pendant 7 ans, je suivais professionnellement Rocard, Mitterrand, Mauroy, Chevènement, etc., et surtout Mitterrand. Et j'ai vécu, c'était très intéressant professionnellement et humainement, j'ai vécu la bascule donc de Mitterrand avant 81 et après 81, donc c'était très intéressant de suivre ça, c'était un formidable privilège. Et donc effectivement, arrive, c'est un peu toute la thématique du livre, quand vous êtes quasiment tous les jours dans les pas d'un personnage comme Mitterrand, que vous le suivez en voyage, que vous arrive de déjeuner régulièrement avec lui, de voyager ensemble, de se retrouver dans les mêmes hôtels à l'étranger, etc. Il se crée des liens. Il y a un mot qui est tous les livres, qui est certainement les mots les plus utilisés dans les livres, c'est le mot, je ne sais pas comment il faut le prendre, connivence. Oui. Ouais. C'est tout le problème, justement, parce que c'est ce que j'essaie d'expliquer, mais que tout ça est subtil, c'est pour ça que le bouquin est gros. C'est que quand on est journaliste politique, il faut qu'on ait une proximité avec les hommes politiques, il faut qu'on ait des informations. Dire qu'un homme politique de premier plan va pas confier à un journaliste qui ne connaît pas, qu'il a l'intention de divorcer, ou qui veut changer de parti, ou qui va fonder un nouveau parti, ou qui va être ministre dans 3 jours. Enfin, ce genre d'informations, il la confiera à quelqu'un qu'il connaît, en qui il a confiance, etc. Donc il faut nouer des liens de confiance pour avoir des informations. Mais là où on est sur le fil du rasoir et que régulièrement on se coupe, c'est que proximité ne doit pas être synonyme de copinage ou de connivence, justement. Il faut être proche des gens, mais chacun chez soi. Il y a un mur qui nous sépare, on ne fait pas le même métier, et que donc, quand on devient un copain avec un homme politique, on fait plus vraiment son métier, parce que si jamais il arrive des problèmes à cet homme politique, judiciaire, politique ou autre, on perd son autonomie de jugement, parce qu'on dit « Ah bah oui, mais c'est un pote, je l'aime bien, donc je ne vais pas lui mettre la tête sous l'eau ». Donc c'est extrêmement compliqué. Mais ça ne vaut pas que pour les journalistes politiques, hein, ça vaut aussi pour les journalistes sportifs, toute leur relation avec des gens comme Raymond Domenech, il ne faut pas non plus être trop proche, parce que si on devient copain, on ne peut plus critiquer l'équipe de France, ou même pour les critiques de cinéma. Il y a beaucoup de critiques cinéma qui refusent justement de fréquenter, qui refusent volontairement de fréquenter les réalisateurs ou les acteurs, parce qu'ils se disent, à juste titre, si je deviens copain avec un metteur en scène ou une actrice ou un acteur, le jour où ils font un film qui est complètement naze, je ne pourrais pas l'écrire. Donc je perdrais mon indépendance d'esprit et de jugement. Mais en même temps, je ne sais pas, on va revenir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure concernant les journalistes à la française. Est-ce que les collègues étrangers anglo-saxons procèdent de la même manière ou pas concernant la classe politique? Pas vraiment. Je ne dirais pas que c'est meilleur ou moins bien. Mais... Pas vraiment. C'est vrai que notamment dans les pays anglo-saxons, ils sont beaucoup plus rigoureux sur un certain nombre de choses. Par exemple, il est totalement impensable qu'un homme politique invite à déjeuner un journaliste, par exemple. C'est impensable. En même temps, en France, ça se pratique. À mon avis, c'est un tout petit peu hypocrite, parce que c'est pas tellement quand on se voit autour d'une bonne table, c'est le fait que... Vous savez beaucoup déjeuner. Mais ça, c'est la France. Hein. Ça, c'est la France. C'est un petit peu hypocrite de dire « Ah, il a payé, donc il est complice, etc. » Mais en même temps, ils sont très rigoureux, ils n'ont peut-être pas tort. De même sur les cadeaux qu'on peut recevoir les uns ou les autres, c'est une pratique qui est totalement impensable dans les pays anglo-saxons, où ils sont extrêmement rigoureux. Mais en même temps, ça a l'air d'y toucher, parfois vous glissez, je ne sais pas si c'est de l'autocritique ou pas. Quand on disait, moi j'étais à Cannes il y a quelques jours, j'ai fait la planche à voile, c'était un tournoi, je ne sais pas, une compétition, mais en fait c'était complètement sponsorisé. Et j'ai l'impression que c'est la mise de distance, je pense qu'on ne se rend pas tout à fait compte au moment où on fait ça. Oui, mais encore une fois, il faut justement, pour reprendre, on est toujours encore une fois sur le fil du rasoir. Il faut pas faire des choses qui sont déontologiquement contestables. Encore une fois,
être invité dans un hôtel sympa par une marque de sport pour faire 2 jours de planche à voile, c'est pas ça qui met en cause votre indépendance. Mais encore une fois, on est sur une pente un peu savonneuse, parce que si jamais justement cette marque en question a des soucis, et ben, dans votre jugement, vous pourrez avoir effectivement une forme d'altération, parce que vous dire ah, ils ont été sympas, donc on va pas en rajouter des tonnes. Mais en même temps, justement, on voit à travers ces exemples-là qui peut-être la grande obsession des politiques vis-à-vis des journalistes, et peut-être le grand tort aussi, ils sont un peu naïfs encore, en pensant qu'en dominant la presse, ils pourront gagner les prochaines élections. J'ai l'impression que ça a été quelque chose, toujours ça a été la même chose depuis 30-35 ans, ça n'a pas changé. Ben ça, heureusement, c'est une bonne question, et c'est plutôt rassurant justement, et je trouve que c'est très très bien comme ça, parce que si c'était la presse qui faisait l'élection, ça serait terrifiant. Or, la preuve est que c'est exactement l'inverse, quoi. À l'époque où je parle surtout radio-télévision, hein, à l'époque où la radio-télévision était vraiment tenue en main par les gaullistes, Chaban s'est présenté en 74, il s'est pris une déculottée mémorable. En 81, la télévision était essentiellement giscardienne, je sais de quoi je parle, Giscard a été battu. Après, en 86, la télévision a été jugée très mitterrandiste, et puis c'est Chirac qui a gagné les législatives et qui est devenu Premier ministre, etc. etc. Bon, il est clair que par exemple TF1 a fait beaucoup la campagne de Balladur. Bon, Balladur n'a pas été qualifié en 95 pour le second tour. Et puis ce qui était plus frappant, et justement ce qui est peut-être plus rassurant sur la capacité des Français à voir ça avec beaucoup de distance, Dieu merci, c'est qu'au moment du référendum sur la Constitution européenne, vraiment l'ensemble des journaux et des hebdomadaires politiques étaient pour le oui à la Constitution. Tous les éditorialistes, sans exception, Alain Duhamel et les autres, étaient pour le oui, et c'est le non qui a gagné, à 55%. Donc ça prouve, et moi je trouve que c'est extrêmement rassurant, ça prouve que les gens savent faire la part des choses, et c'est pas parce qu'Alain Duhamel leur dit tous les matins qu'il faut voter oui, qu'ils se précipitent pour voter oui, heureusement. Et il est arrivé justement au moment du référendum européen, quelque chose qui va ne faire que croître et embellir, c'est l'irruption du net, quoi. Il est clair que la campagne du non s'est faite sur Internet, par toute une série de blogs, de gens qui s'écrivaient, qui s'envoyaient des éditoriaux, etc. Et donc la campagne du non s'est vraiment faite sur Internet, puisque les grands médias faisaient la campagne du oui, et c'est le non qui l'a emporté. Est-ce que le métier de journaliste s'est affaibli avec l'éruption d'Internet? Oui, il y a une façon différente de faire du journalisme, en fait, avec Internet? Non, mais clairement, je pense que les citoyens sont moins passifs, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, au mieux de lire leur journal pour savoir ce qu'il faut penser d'un tel, ou d'écouter la radio, ils essaient peut-être d'un peu plus prendre leurs affaires en main. On l'a vu aussi avec l'élection d'Obama, quoi. Obama a fait ça d'une façon extrêmement scientifique, quoi. Toute sa campagne, pratiquement, s'est faite essentiellement par Internet. Les gens envoyaient des mails aux copains, qui eux-mêmes envoyaient des mails aux copains, etc. Et c'est comme ça Et donc, c'est vrai que maintenant, on va sûrement changer d'époque, et que les campagnes électorales sous les préaux d'école, on en verra de moins en moins, quoi. Donc, là aussi, bon, c'est un danger, parce que Internet, c'est aussi un véhicule qui est non contrôlé, donc quelquefois peut véhiculer un certain nombre de rumeurs plus ou moins infondées, ou même de rumeurs infamantes, donc parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Donc en même temps, c'est difficile, et ça peut être dangereux. Mais effectivement, c'est une manière pour les Français qui ne sont pas rédacteurs en chef de journaux de prendre la parole, et puis d'animer le débat.